Le voyageur qui traverse les hauteurs du Massif central ou arpente les vallons désolés du nord de la France croit souvent connaître la géographie de son pays. Pourtant, sous la surface des paysages, les plus paisibles se cachent des anomalies physiques et des crises structurelles majeures, nées de choix industriels ou humains sans retour. Le premier maillon de cette étude nous mène au cœur d'un territoire forgé par la géologie et sacrifié à l'économie extractiviste. C'est l'histoire d'un point de rupture, où l'activité anthropogène a littéralement consumé son propre environnement, avant de s'effondrer sous le poids des lois du marché mondial. À la fin du XIXe siècle, une crise majeure frappe de plein fouet les centres d'extraction lourde. Prenons le cas précis de l'ancienne exploitation minière de Pont-Gibaud, dans le Puy-de-Dôme. Ce complexe industriel, qui fut l'un des plus productifs d'Europe pour l'extraction du plomb argentifère, reposait sur des filons profonds formés sur des centaines de millions d'années. À son apogée, le site employait des centaines d'ouvriers et s'appuyait sur une infrastructure technique lourde. Sa propre ligne de chemin de fer, des usines de traitement de l'oreiller et des fonderies imposantes. La ville entière n'existait que pour et par la mine, mais l'extraction du plomb tue en silence, par des mécanismes biologiques invisibles à l'œil nu. Les poussières de silice et de métaux lourds s'infiltraient quotidiennement dans l'appareil respiratoire des mineurs, provoquant le saturnisme et la silicose. Les ouvriers passaient une décennie sous terre sans comprendre le poison qui contaminait leur sang, les symptômes ne se déclarant souvent que des années après avoir quitté les galeries. L'effondrement brutal survient dans les décennies 1880 et 1890. Les cours mondiaux du plomb s'effondrent face à l'arrivée massive d'importations étrangères à bas coût. Incapable de maintenir sa rentabilité économique face à cette concurrence internationale, la compagnie minière cesse définitivement ses opérations. Du jour au lendemain, la communauté perd sa seule et unique raison d'être, provoquant un exode massif de la population. Ce que le site conserve aujourd'hui, ce sont les ossements calcifiés de cette industrie, des chevalements rouillés, des bâtiments de machines en ruine, des haldes blanchies par le temps sur le flanc des collines, et des puits condamnés qui ne servent plus qu'à marquer l'emplacement d'une ancienne activité frénétique. L'industrie a dévoré les hommes avant d'abandonner ces machines à la rouille. C'est ici que s'ouvre la première faille de notre enquête. Alors que les ingénieurs d'État tentent de sceller définitivement les accès aux galeries inondées pour éviter l'effondrement des terrains de surface, les relevés topographiques révèlent une anomalie structurelle majeure. Une galerie transversale profonde, creusée clandestinement à la fin de l'exploitation, pour suivre un filon d'argent non déclaré, s'étend bien au-delà du périmètre de sécurité cartographié. L'eau acide des nappes phréatiques s'engouffre désormais dans ce vide artificiel, rongeant les piliers de soutènement résiduels situés directement sous les fondations d'un village voisin, à l'heure où les capteurs de pression souterrains s'affolent, indiquant une rupture imminente de la roche de couverture. Une décision critique doit être prise dans l'urgence, sans qu'aucun expert ne puisse prédire si le sol va tenir. Le sort du village, suspendu au-dessus des vides miniers de Pont-Gibaud, illustre une vérité fondamentale. En ingénierie comme en histoire, l'isolement n'est jamais un hasard, mais une fatalité géographique. Pour comprendre comment une communauté s'efface de la carte, il faut s'éloigner des grands centres industriels et observer les zones frontalières, là où la géopolitique du passé a figé le paysage. Quittons les structures instables de l'Auvergne pour rejoindre une autre ligne de fracture, bien plus ancienne, située aux confins des Marches de Bretagne. C'est ici que se dresse la petite cité de Clisson, ou plus précisément les bastides fortifiées qui jalonnaient autrefois la frontière disputée entre le duché de Bretagne et le royaume de France. Au XIe siècle, l'édification de forteresses massives répondait à une nécessité militaire absolue. Tenir la frontière contre les incursions armées et verrouiller les voies de passage. Pendant des siècles, cette région a absorbé une violence continue. Les places fortes ont changé de main, les garnisons ont été décimées, mais les structures urbaines ont tenu bon parce qu'elles remplissaient une fonction stratégique vitale. Ce que ces cités frontalières n'ont pas pu absorber, en revanche, c'est le déplacement des axes de communication et la centralisation administrative.
situés au bout de routes qui ne mènent plus à aucun centre économique majeur, enfermés dans des vallées sans atout industriels et privés de voies navigables d'importance, ces localités se sont progressivement vidées de leur substance. À l'aube du XXe siècle, le constat est sans appel. Le monde moderne s'est construit ailleurs. Le silence s'est installé sur ces anciens bastions militaires, figés dans une immobilité si parfaite qu'elle a inspiré les écrivains romantiques, venus chercher ici l'image même de la mélancolie et de l'oubli. Les vestiges des donjons n'ont plus d'autre fonction que de rappeler l'époque où chaque colline était un enjeu de vie ou de mort. Aujourd'hui encore, lors des fêtes traditionnelles, la population locale rejoue symboliquement les affrontements médiévaux sur les ponts de pierre, perpétuant une guerre des frontières qui n'a plus de réalité que dans la mémoire collective. Cet isolement, d'abord historique et géographique, s'enracine parfois dans des strates temporelles encore plus profondes, là où le paysage lui-même devient le gardien de légendes politiques. À l'époque de la conquête normande, des seigneurs locaux ont refusé de prêter serment d'allégeance au nouveau pouvoir central. Les registres fiscaux de l'Ancien Régime et les cartulaires médiévaux gardent la trace écrite de ces confiscations de terres massives, documentant la ruine de ceux qui avaient choisi la désobéissance. Les rebelles déchus ont trouvé refuge dans les chaos rocheux les plus inaccessibles de la région, comme les crêtes de quartzite et les landes désolées qui surplombent les vallées. Parmi ces formations rocheuses, certaines structures naturelles imposantes ont hérité de noms sombres dans le folklore populaire, souvent associés à des puissances occultes ou au trône du diable. La tradition locale affirme que lorsque la brume s'empare de ces sommets calcaires, le pays tout entier court à sa perte et que les nuits de solstice, les spectres des insurgés se rassemblent sur la crête pour désigner leur chef invisible. C'est une résistance qui dure depuis des siècles dans l'imaginaire collectif. Les documents administratifs consignent la dépossession réelle des hommes, tandis que la légende enregistre leur survie éternelle dans la topographie du territoire. Le sol conserve ses traumatismes, mais d'autres localités isolées choisissent de tourner leur regard vers le ciel pour réinventer leur propre histoire. C'est le cas d'anciens hameaux de haute altitude, autrefois dépendants de l'extraction minière artisanale, qui se sont retrouvés fortuits dans un isolement total après la fermeture des derniers puits au cours du XXe siècle. Privés de ressources, bloqués par des reliefs abrupts qui interdisent tout développement routier moderne, ces villages semblaient condamnés à l'extinction. C'est alors qu'un phénomène inattendu va modifier leur trajectoire. À partir des années 1980, des observations répétées de lueurs inexpliquées dans le ciel nocturne commencent à être consignées par les habitants. Ce qui n'était au départ qu'une rumeur locale se transforme en une véritable dynamique collective. L'absence de pollution lumineuse, due précisément à l'abandon industriel et à l'éloignement des grandes métropoles, offre des conditions d'observation astronomique exceptionnelles. Le village exploite alors cette singularité pour se forger une nouvelle identité, devenant une référence pour les passionnés de phénomènes aérospatiaux non identifiés. Les cicatrices des anciennes mines de plomb sur les pentes de la vallée donnent au paysage une texture presque lunaire, un décor parfait pour une communauté qui a décidé de lier son destin à l'immensité du ciel. Mais cette mise en scène cache une réalité bien plus sombre, enfouie dans les profondeurs d'une faille géologique que personne n'avait osé explorer depuis le Moyen Âge. Pendant que certains territoires transforment leur isolement en légende céleste, d'autres ont enfoui leurs secrets au plus profond de failles géologiques si obscures que l'histoire officielle a mis 6 siècles à les découvrir. L'exemple le plus saisissant de cette dissimulation volontaire se trouve dans les barres rocheuses et les denses forêts de feuillus de la Bourgogne ou du Jura, là où des cavités karstiques naturelles ont servi de sanctuaires clandestins. Au tout début du XVe siècle, sous le règne troublé de Charles VI, des groupes de dissidents religieux, traqués par l'Inquisition, se sont engouffrés dans une faille étroite du massif calcaire pour y célébrer des rites interdits. Ces croyants marginaux, qui rejetaient l'autorité corrompue de l'Église romaine et prônaient un retour à la pauvreté évangélique, risquaient la prison, la torture et le bûcher. Le chef de cette communauté avait déniché une cachette d'une efficacité redoutable.
Une gorge aveugle, une crevasse de 15 mètres de profondeur sur une centaine de mètres de long, si parfaitement masquée par la végétation et la configuration du relief qu'elle demeurait rigoureusement invisible pour les archers et les baillis, qui patrouillaient sur le plateau, à quelques mètres seulement au-dessus de leur tête. Ce gouffre devint leur église secrète. La configuration des lieux est si spectaculaire, si propice à l'effroi et au mysticisme que plusieurs spécialistes de la littérature médiévale estiment qu'elle a directement inspiré les descriptions des repères maudits dans les chansons de geste et les romans de chevalerie du cycle arthurien, là où le héros doit affronter des forces surnaturelles ou des rituels de décapitation. Pour ajouter à l'étrangeté de ces plateaux isolés, la faune a elle aussi bousculé l'ordre naturel. Dans les forêts de résineux environnantes, une colonie d'animaux exotiques évadés d'une ménagerie privée lors des débâcles de la Seconde Guerre mondiale a réussi à survivre et à se reproduire en totale autonomie pendant plus de 60 ans, s'adaptant à la rigueur des hivers montagnards avant de s'éteindre discrètement à la fin du siècle dernier. Mais les secrets les plus lourds de ces cavités ne sont pas d'ordre zoologique. En 2018, dans les recoins obscurs d'une grotte préhistorique célèbre du Grand Quart nord-est de la France, des spéléologues amateurs ont posé leur regard sur des gravures pariétales que des générations d'archéologues officiels avaient classées comme de simples graffitis de l'époque victorienne ou du XIXe siècle. C'était une erreur complète. Il s'agissait en réalité de centaines de marques de protection contre la sorcellerie, des signes apotropaïques gravés à la fin du Moyen Âge et au XVIIe siècle. Ces entrelacs de doubles uns inversés, évoquant la Vierge des Vierges, ses labyrinthes et ses formes géométriques complexes, étaient conçus comme des pièges à démons, destinés à murer les esprits maléfiques que la croyance populaire imaginait surgir des entrailles de la terre. Les incisions se font de plus en plus denses à mesure que l'on s'enfonce vers les boyaux les plus noirs de la cavité, révélant avec une précision chirurgicale la terreur panique qui s'emparait des populations locales. Ce site abrite désormais la plus grande concentration de marques de sorcellerie jamais répertoriées dans le pays, sur un emplacement déjà occupé par des chasseurs de l'âge de glace 13 000 ans plus tôt. Les experts avaient sous les yeux une explication simple, mais elle était fausse. Le mystère de ces protections gravées fait écho à une autre stratégie de survie, économique cette fois, développée par un village perchet sur un plateau de grès à la frontière de 3 départements français. Situé à plus de 1000 mètres d'altitude, ce bourg subit des hivers polaires et se retrouve régulièrement coupé du monde par les congères. Pourtant, au XVIIIe et XIXe siècle, cette rudesse géographique s'est transformée en un avantage frauduleux unique. Le village commandait un point de triple frontière administrative. À cette époque, la maréchaussée et les douaniers d'une généralité ou d'un département ne pouvaient légalement pas opérer en dehors de leur juridiction stricte. Il suffisait de franchir un ruisseau pour échapper aux poursuites. Les réseaux de contrebandiers, de faux monnayeurs et d'organisateurs de combats clandestins ont immédiatement colonisé cette faille juridique. Les artisans locaux utilisaient leurs outils de fabrication de boutons pour couler de la fausse monnaie, inondant les marchés régionaux d'une monnaie truquée qui prit le nom de la localité. Lorsque l'État réorganisa la gendarmerie nationale au XIXe siècle en unifiant les compétences sur l'ensemble du territoire, le vide légal s'est refermé, laissant ce village de Crète sans aucune fonction économique, figé dans le froid, témoin d'une époque où l'impunité totale dépendait d'un simple pass au-dessus de l'eau. C'est sur ce même plateau que se dresse aujourd'hui une énigme d'un tout autre genre, une tragédie humaine non résolue, dont l'écho résonne encore à travers une inscription obsessionnelle. L'impunité des contrebandiers s'est effacée avec la loi, mais sur les mêmes confins montagneux, une autre énigme a résisté à toutes les enquêtes criminelles, s'affichant de manière obsessionnelle sur les murs des villages depuis plus de 80 ans. Le 18 avril 1943, en pleine occupation, 3 adolescents partis dénicher des nids de faucons dans les bois isolés d'un domaine seigneurial de l'Est de la France ont fait une découverte macabre au cœur d'un vieux chêne pédonculé. En plongeant le bras dans le tronc creux à la recherche d'œufs,
L'un des garçons en a retiré un crâne humain. Les autorités de gendarmerie dépêchées sur place ont extrait le squelette presque complet d'une femme, dont le décès remontait environ à 1941. Le corps avait été dissimulé de force dans la cavité de l'arbre immédiatement après la mort, tandis qu'une de ses mains, sectionnée au poignet, reposait enterrée séparément à quelques mètres de là. Les enquêteurs de l'époque furent incapables d'identifier la victime. Aucune déclaration de disparition ne correspondait au signalement dans toute la région. Des anthropologues ont évoqué l'hypothèse d'un meurtre rituel, s'appuyant sur la mutilation de la main pour y voir une survivance de la main de gloire, une pratique de sorcellerie ancienne liée à la magie noire. D'autres rapports suggérèrent qu'il s'agissait d'une espionne parachutée, dont la couverture avait été percée par les réseaux clandestins, ou d'un simple crime passionnel maquillé à la hâte. Aucune piste n'aboutit. Pourtant, dès l'hiver 1943, une inscription laconique peinte à la craie commença à apparaître sur les façades des églises et les ponts ferroviaires de la région, toujours de la même écriture anguleuse. Qui a mis Bella dans le chêne creux? Le choix du prénom et la régularité du message prouvaient qu'un témoin de l'ombre connaissait l'identité de la morte et de son bourreau. L'arbre a fini par pourrir et s'effondrer, mais la question continue d'être gravée par des mains anonymes sur les calvaires de pierre du secteur. Aujourd'hui encore, 3 acteurs restent piégés dans le silence de cette forêt. La victime sans nom, le meurtrier impuni et l'auteur de la question murale. Cette disparition individuelle n'est pourtant rien à côté de l'effacement simultané de 2 communautés villageoises entières, rayées de la carte par une simple signature administrative. Un ancien habitant de la vallée de la Haute-Moselle, observant depuis les hauteurs le dynamitage du clocher de son enfance au début des années 1940, résumait le traumatisme en expliquant que l'État ne leur avait pas seulement pris leur maison, mais la certitude qu'en marchant vers le marché, les gens connaissaient votre nom et votre histoire. 2 villages séculaires, mentionnés dès les registres du Moyen-Âge, possédaient leurs églises médiévales, leurs écoles primaires, leurs auberges et des exploitations agricoles prospères alignées sur le fond de la vallée. Une loi d'utilité publique votée à Paris pour sécuriser l'approvisionnement en eau et en électricité des grandes métropoles industrielles en pleine expansion a condamné ces terres. La construction d'un grand barrage de retenue exigeait la submersion totale de la cuvette géologique. Les ordonnances d'expropriation massive ont été notifiées à partir de 1937 et en 1943, les derniers paysans furent évacués de force alors que les vannes commençaient à se clore. Le clocher de l'église principale fut initialement laissé intact, émergeant des eaux sombres comme une aiguille de pierre monumentale. Devant l'afflux de curieux et de photographes venus contempler ce deuil paysager, l'administration prit la décision de le détruire à l'explosif en 1947 pour étouffer l'inconfort de la polémique. Durant ces mêmes années de guerre, la topographie de cette retenue artificielle servit de terrain d'entraînement secret pour les équipages de l'armée de l'air, qui répétaient à ras de l'eau les trajectoires de bombardement de précision qu'ils allaient exécuter sur les grands barrages de la Ruhr. Le miroir d'eau qui avait englouti 2 communautés civiles servait ainsi de laboratoire pour la mission la plus destructrice du conflit. Lors des sécheresses historiques, le niveau du lac s'effondre brutalement et le paysage englouti refait surface. Les murets de pierre sèche, les fondations des fermes et les anciens tracés des routes départementales réapparaissent dans la vase, offrant une sépulture temporaire que la nature ne restitue que lorsque la terre brûle. 2 villages noyés, des centaines de déplacés, et pourtant, ce sacrifice n'égale pas l'acte d'isolement volontaire le plus extraordinaire de l'histoire rurale française, survenu dans un petit bourg de moyenne montagne. Ce village de moyenne montagne s'appelle Église-Neuve, un bourg de mineurs de plomb et de tisserands qui, en septembre 1665, va prendre une décision sans aucun précédent dans les annales de l'histoire rurale française. Tout commence par l'arrivée d'un colis de draperie en provenance directe d'un foyer épidémique majeur, expédié à l'attention du tailleur local. Ce sont jeunes apprentis qui ouvrent le paquet en premier. Les tissus restés trop longtemps confinés dans des entrepôts insalubres exhalent une odeur d'humidité suspecte. En moins de 3 jours, le jeune homme est pris d'une fièvre foudroyante.
Une semaine plus tard, il est mort. Il est le premier d'une longue liste. La peste bubonique se répand comme une traînée de poudre dans les ruelles du bourg au cours des mois suivants. Au début du printemps 1666, alors que les décès se comptent par dizaines, l'affolement général pousse les familles survivantes à préparer leur fuite vers les provinces du Nord pour échapper à la contagion. Rien ne retenait ces 350 habitants dans cette cuvette isolée. Et la fuite éperdue restait le choix le plus rationnel face à l'hécatombe. C'est à ce moment précis que deux figures locales, que tout oppose, formulent une proposition inouïe. Le premier est le curé catholique de la paroisse, un homme rigide attaché au dogme romain. Le second est l'ancien pasteur calviniste du secteur, destitué de sa chaire lors des récentes répressions religieuses de la monarchie. Ils s'affrontaient sur chaque ligne de leur foi, mais ils s'entendent sur un point. Église neuve doit se murer de l'intérieur, volontairement et totalement, sans que personne ne puisse entrer ni sortir jusqu'à ce que le fléau ait brûlé toutes ses forces. Contre toute attente, la communauté accepte ce pacte sacrificiel. 350 âmes choisissent de s'enfermer derrière une ligne imaginaire, sachant pertinemment que le mal est déjà tapi au milieu d'elle. Des bornes de pierre sont dressées à la hâte aux limites de la paroisse, à 1 kilomètre environ du centre du bourg. Les habitants des villages voisins, respectant ce cordon sanitaire, viennent y déposer des vivres et des remèdes de fortune. Pour éviter tout contact biologique, les pièces de monnaie destinées au paiement sont immergées dans des auges de pierre remplies de vinaigre, que la science de l'époque jugeait capable de désinfecter l'argent. Durant l'été 1666, les moissons de blé pourrissent sur pied dans les champs, faute de bras pour les rentrer. En 14 mois de quarantaine absolue, la peste fauche près de 260 personnes. Un bilan effroyable documenté par les registres paroissiaux de l'époque. Mais l'épidémie n'a pas franchi la ligne. Elle n'a atteint ni les grandes cités marchandes de la plaine, ni les axes de communication vitaux du royaume. Le cordon sanitaire en pierre a tenu bon. Sur les hauteurs qui dominent le village, dans un enclos baptisé le Champ des Martyrs, une mère de famille a enterré de ses propres mains son époux et ses 6 enfants en l'espace de 8 jours seulement. Elle a creusé les fosses une à une, traîné les corps elle-même, avant de retourner s'enfermer dans sa maison vide. Le cimetière de l'église était devenu inaccessible, et le déplacement des défunts à travers le bourg aurait multiplié les risques de contagion. Les 8 stèles de pierre brute émergent encore aujourd'hui des hautes herbes du pâturage, face au vent. Le curé de la paroisse avait pris soin de chasser ses propres enfants loin du secteur avant le bouclage définitif. Sa gouvernante et alliée de toujours succombe à la peste en août 1666, quelques semaines avant la levée de la quarantaine. Lui survit au cataclysme. Une fois les barrières levées, l'ecclésiastique quitte définitivement l'église neuve pour s'installer dans une province lointaine, où il s'éteindra de vieillesse sans jamais accepter de revenir sur les lieux du drame. Les archives administratives restent muettes sur les raisons de cet exil volontaire, mais le paysage se suffit à lui-même. Les bornes de démarcation marquent toujours les confins de la commune, et le Champ des Martyrs reste accessible à ceux qui savent décrypter la topographie de la douleur. Chaque année, la population se rassemble dans une clairière naturelle à la lisière des bois, là où les offices étaient célébrés en plein air pour éviter la concentration des fidèles dans un espace clos. Le sacrifice d'église neuve demeure l'un des marqueurs anthropogènes les plus purs d'un territoire où les hommes ont choisi de mourir ensemble pour que d'autres puissent vivre ailleurs.